empêcher certaines d'arriver. Donc c'est déjà un premier pas très intéressant. Là où je vous rejoins, c'est la communication, elle doit arriver au bon endroit assez tôt pour éduquer les gens à ce qu'on fait. Alors, je vais prendre un simple exemple chez nous, Bénéo Rafti. On est certifié argent chez un fournisseur de produits haute valeur ajoutée organique. On est certifié argent, il est venu voir le système belge, les normes, ainsi de suite, il dit mais ce que vous faites, c'est nulle part dans le monde. Donc il accepte de nous certifier argent en organique pour être or, il faut être évidemment certifié organique. Donc notre système actuel est énorme par rapport à ce qu'il fait au monde, il est bon, les agriculteurs font du bon travail, il ne faut pas négliger, peut-être comme toute partie de population, certains déconnent un peu, et ils doivent être punis, mais 95-99% des agriculteurs travaillent super bien, et ça on ne le valorise pas, et il n'atteint pas le public. Il n'atteint pas les gens à dire, l'agriculteur que je vois sortir travailler, aujourd'hui il se dit c'est un cochon, qu'est-ce qu'il va pour me faire? Au lieu de dire c'est un gars responsable qui travaille et qui nourrit la planète. Et là je reprends un peu mon bâton, certains le savent ici. On doit aller dans les écoles. On doit, alors nous comme industrie, si on y va, on a une étiquette impossible, produits phyto aussi, ils sont morts. Mais je crois que les unions professionnelles avec les ministères, il est temps de remettre des programmes de formation dans les écoles, peut-être avec un professionnel qui passe dans les écoles et qui éduque les ados à avoir un débat, c'est quoi un produit phyto, pourquoi, qu'est-ce qui est une bonne pratique, qu'est-ce qui n'est pas une bonne pratique, pourquoi on va pulvériser. Parce que c'est là que les gens vont se dire, ah, c'est peut-être pas le blanc noir que j'entends tous les jours, parce qu'il ne faut pas se rendre la télé. Si ça ne choque pas, ça passe plus à la télé. Un message positif, ça ne choque pas. Si on fait une émission agricole, les gens zappent, ils vont sur autre chose. Donc, à part passer par les écoles et avoir ce débat fondamental ouvert avec les gens et arrêter enfin d'opposer le bio avec le conventionnel, à part ce message-là, je ne vois pas comment on va ramener les gens à une vision positive de l'agriculture et avoir justement créé ce dialogue. Agriculteur, c'est un voisin, allez le voir, parlez avec lui. Oui, je suis d'accord, hein, mais justement ici l'objectif c'est vraiment de passer dans le concret, dans les relations, et quand même que les agriculteurs puissent rappeler ce qu'ils font, mais aussi dire je peux faire plus si on s'arrange. Parce qu'il y a des choses, comme on disait, pour les bandes, etc. Donc l'objectif c'est de mettre un cadre incitatif à tout le monde pour avancer dans le bon sens. Parce que, je vais être honnête avec toi, hein, on a tous ces dialogues, mais il y a quand même, je pense, plus de 50% des agriculteurs qui évoluent dans leur technique et dans des tas de sur cette préoccupation au quotidien et qui font des tas de choses. Et donc, qui sont bien plus loin que la législation, il faut les mettre en valeur aussi et tirer dans le bon sens. Et je pense, comme on disait avec Fabrice, il y a aussi 3-5% de vilains canards dans le métier sur lesquels il faut qu'on puisse faire pression aussi, parce que à travers ce type d'outils, ben, ça peut aider à ça. Il ne faut pas dire que tout est beau chez tout le monde non plus. Et donc, voilà. Donc ici, en tout cas, on pense que de travailler à l'échelle locale, sur le terrain donné entre des voisins et des agriculteurs, ce sera mieux qu'un discours généraliste qui va mettre les extrêmes en avant, en fait. Il faut les deux. Il faut un calmant là où c'est nécessaire, le dialogue nécessaire, mais il faut une information de base générale pour la population, pour l'image de l'agriculture. Tout à fait. Mais voilà, c'est pas l'objectif primaire de ceci, en tout cas, mais on est bien d'accord que ça. Ce qui est important, c'est que les actions soient durables dans le temps, parce que c'est facile de trouver une compensation pour 2-3 ans. Puis c'est, par exemple, de Livrin qui est d'accord de financer une compensation. Puis il y en a deux qui quittent. Puis l'agriculteur n'a plus sa compensation, mais c'est ce qui a été mis en place reste là. Ouais. Donc ça va être vraiment durable dans le temps, et ça c'est important. C'est pour ça qu'il y a quand même la commune. Quand on nous dit aujourd'hui qu'il faut mettre des banques tampons le long des maisons, alors que la plupart des agriculteurs commencent à monter en genre du vieilli de 75 et 80%, c'est plus maintenant que c'est il y a 50 ans que... Donc il faut rester quand même réfléchi. Il y a les riverains qui arrachent leurs prix. Oui, mais... donc ils ne se protègent pas. C'est à nous à les protéger, mais c'est pour ça que ce dialogue est fait par rapport à ça et qu'on en parle. Et le fait qu'il y ait la commune, c'est aussi l'autorité qui va garantir, entre guillemets, la médiation sur le suivi et la durabilité des engagements. La commune, c'est la place légitime pour que, si quelqu'un ne respecte pas ce qu'il a dit, c'est un cadre volontaire, hein, ici. On est dans un cadre volontaire, celui qui n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. Dans le moment où celui qui va et qui ne respecte pas ses engagements, bah, la commune peut aider à régler le problème. C'est logique. Laurence, sur la question de la dénomination, vous avez déjà eu des réflexions sur la question? Moi, je pense que
alors c'est mon avis personnel, mais je pense que changer le nom de quelque chose tout simplement pour essayer de supprimer la peur, c'est pas une solution parce qu'on occulte. Et en parlant avec une autre dénomination, c'est un peu comme si quelque part on essayait de cacher quelque chose. À l'heure actuelle, il faut absolument éviter de cacher les choses. Je crois que la transparence apportera plus. Mais expliquer, comme l'ont dit plusieurs personnes, c'est expliquer ce que c'est et un produit phytopharmaceutique, ne pas le voir comme quelque chose directement de juste danger, alarme, etc. Mais expliquer à quoi ça sert, pourquoi on en est arrivé à les utiliser, pourquoi dans certaines situations c'est indispensable, dans d'autres on peut s'en passer. Et c'est toutes ces explications-là, à mon avis, qui aideront aussi à mieux comprendre chez les citoyens ce qu'il en est. Mais changer de nom juste pour essayer de faire moins peur, ça risque même peut-être d'encore être pire. Et finalement de se dire, on change le nom, c'est que c'est vraiment... donc je ne crois pas que ce soit la meilleure solution, mais expliquer va probablement, à mes yeux. Non. Parce que la base de la réflexion, c'est quand même de dire, les riverains ont des questions, des préoccupations, elles existent, on les entend, alors en tout cas elles sont vécues par eux, et il faut justement jouer la transparence, et ce serait effectivement la meilleure voie pour... Le meilleur moyen justement de renouer ce en acceptant des choses aussi, des remises en question de leur part sur ce qu'on fait et en pouvant l'expliquer. Quelqu'un d'autre La recherche Ah, c'est la recherche. Non, elle ne doit pas du tout. Elle est extrêmement active sur tout ce qui a été présenté. Mais tout à fait en lien avec ce qui est discuté aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être entendu qu'on a mené l'année passée un projet justement à la demande du ministre en charge de l'environnement, mais c'était quand même une réaction par rapport à des difficultés qui existaient dans cette commune, en particulier à la commune de Fernelmont, à savoir que les gens se posent des questions, vous pulvérisez dans certaines conditions, où est-ce que ça va et qu'est-ce qu'il en reste? C'est la question des riverains. Et donc c'est une matière extrêmement complexe. Donc on a fait ça pendant un an, une série de cultures, une série de produits, et on a mesuré à 5 mètres, à 10 mètres, à 30 mètres, ce qu'il en restait après 2 heures, après les heures, pas exactement tous les détails, mais jusqu'à après 48 heures. Et donc, comme d'habitude, dans toute recherche scientifique, on est arrivé à la conclusion que ça posait plus de questions que ça portait de réponses. C'est ça, quand j'entendais le discours, on entre dans une matière horriblement complexe. Donc leurs conclusions ont été que pour une série de molécules, on pouvait démontrer que le risque n'existait pas. Zéro, pas de problème avec cela. Mais pour une autre série de molécules, il y avait potentiellement un risque. Ça veut dire qu'il fallait continuer à chercher pour s'assurer est-ce qu'il y avait bien un risque et c'est oui lequel. Ça, c'est la partie facile. La partie compliquée, c'est que tout le monde s'est dit ok, mais vous avez fait ça molécule par molécule. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous les croisez tout ensemble? Et là, c'est la boîte noire totale. D'une part, parce que c'est une complexité absolue, et d'autre part, parce qu'on entre dans un tout autre domaine que notre domaine de recherche, qui est celui de la santé publique. Là, vous êtes parti sur des études qui prennent 20 ou 30 ans pour voir dans le temps où on va. Alors, je prends toujours la correspondance avec les ondes 4G, 3G et 5G, où il y a énormément d'incertitudes. Selon l'étude que vous lisez, c'est la fin du monde, vous aurez tous un cerveau comme un chou-fleur dans 20 ans, et d'autres qui disent bah, les effets sont réels. Et là encore, je pense que quand j'entends le discours, effectivement, il faut que les gens, par les informations honnêtes qu'on donne, disent il y a un risque, il est minime, et on fait tout ce qu'on peut pour qu'il soit encore plus minime. Parce que finalement, c'est ça. Il ne faut pas dire aux gens qu'il n'y a aucun risque. Personne ne peut le dire. C'est impossible. Et je veux bien, prouvez-moi qu'il n'y a pas de risque, on n'y parvient pas. On n'y parvient pas. A contrario, on ne peut pas prouver réellement qu'il y en a un non plus. Hein, donc il faut être honnête dans le débat. Mais, normalement, les gens qui ont des enfants, parce qu'on a fait ça dans des écoles,
On a fait ça à différents endroits et les gens tremblaient, comme ça. Chose extrêmement bizarre où il n'y avait plus de produits résiduels à l'intérieur de l'école que sur le banc ou le toboggan qui était à l'extérieur. Et donc il y avait des choses vraiment bizarres qui apparaissaient. C'était les enfants qui ramenaient ça à l'intérieur, hein, il a dit. Alors il y a plein d'histoires qu'il faut comprendre. On s'est demandé si les techniciens de surface travaillaient moins bien dans certaines écoles que dans d'autres. Il y a plein de trucs. Alors encore une fois, on a fait ça pendant 1 an, dans certaines conditions. Et comme toute étude, il faut le reproduire, il faut modifier les conditions. C'est en tout cas extrêmement complexe. Et je pense que le discours numéro 1 qu'il faut sortir, il ne faut pas dire aux gens, il n'y a aucun danger, la vie est belle. Ça ne sert à rien, vous n'aurez pas la confiance des gens. Par contre, dire les dangers, en tout cas ça on a pu le prouver pour une série de molécules, sont inexistants, quasiment nuls. Pour les autres, on les maîtrise, et on les maîtrise par toute une série de techniques que l'on met en œuvre, et on peut encore renforcer cela par une série de mesures. Alors, suite à cette étude-là, il a été proposé de dire, évidemment, si vous mettez une certaine distance entre la bordure de pulvérisation et la bordure de l'école ou du jardin, par définition, ça améliore les choses, mais si vous mettez un écran, certains types d'écrans, vous allez réduire d'autant. Voilà, ce sont toutes des choses à discuter. On a discuté avec ma voisine, il y a beaucoup de riverains, ils n'ont pas du tout envie de mettre une haie parce qu'ils perdent la vue. Bon, alors voilà, ce sont toutes des discussions. Oui, on discute justement chacun. Et ça fait partie, je pense, de tout l'intérêt de la démarche, qui n'est plus une démarche générale, et comme l'a dit très bien Bernard, qui cadre tout en disant il faut que ce soit 15 km/h pour le vent, ce qui, à notre avis, nous avons été interrogés, on a dit pourquoi pas. On n'a pas d'élément qui dit réellement que ça va avoir un effet positif ou négatif. Tout ce qu'on sait, c'est très difficile à gérer. Et quand on commence à pulvériser, il fait 10 km, et puis ça monte à 18, puis ça fait 120, etc. Et selon l'endroit où on est, puis si le vent va dans l'autre sens, voilà. Bon, donc c'était une complication extrême. Par contre, de discuter avec les riverains en disant, comprenez ce qu'on va pulvériser, parce que c'est toujours pas bonne chose. Voilà. Désolé, comme d'habitude, les scientifiques ne viennent pas avec une solution très claire, mais c'est un problème extrêmement complexe, comme on se rend compte de plus en plus dans les problèmes de société qu'on a à gérer, c'est complexe, et donc il n'y a pas une solution simple, mais il y a toute une série de solutions qui sont